Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on réattaque les enregistrements de Qui veut être mon associé comme d'habitude. Mais en fait, je t'ai fait une introduction qui aurait pu laisser penser qu'il y avait une différence. En fait, il y en a une. La différence, c'est qu'au moment où je te parle, il y a eu la nouvelle saison de Qui veut être mon associé que j'ai regardée parce que j'étais trop curieux de la voir. Il y a des gros changements. Les analyses vont continuer. Au moment où j'enregistre, je ne sais toujours pas si je suis en capacité de récupérer la dernière saison. Je lance une bouteille à la mer. Si jamais tu peux me la récupérer, n'hésite pas à me l'envoyer. Veille bien à ce que le son soit de qualité. Parce que si j'ai un son de mauvaise qualité, malheureusement, je ne pourrai conserver les épisodes. Récemment, j'avais trouvé une méthode pour récupérer ces émissions. Je vais regarder dans les prochaines semaines si ça fonctionne toujours. Je croise les doigts parce que je compte bien analyser cette nouvelle saison avec de nouveaux investisseurs haut en couleur. Au demeurant, voilà ce que je voulais te dire, c'est qu'il nous reste pas mal d'épisodes, que j'ai beaucoup de retard sur toutes ces saisons, que je continue l'émission, mais que je compte bien analyser cette nouvelle saison qui vient de sortir. Donc, pas d'inquiétude, on continue. De toute façon, j'adore analyser les Qui veut être mon associé, j'apprends plein de choses. Et j'espère que toi aussi, je veux quand même te remercier parce que c'est grâce à toi que j'existe. Sans toi, je n'existerais pas. J'ai vu les dernières étoiles que vous m'avez laissées, les derniers commentaires que vous me laissez partout. Je vous remercie. J'adore les podcasts, j'adorerai toujours parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de garder le lien avec Internet et de ne pas abandonner. Et puis finalement, eh bien j'ai bien fait parce que regarde, je suis toujours là après toutes ces années. Si tu ne le sais pas, je fête cette année mes 10 ans d'Internet. Je me suis lancé en 2015 déjà, j'ai envie de te dire. T'inquiète pas, je suis encore là pour longtemps, mais on va continuer les aventures. Et n'hésite pas, si tu as des idées de format, de podcast, je suis ouvert à toutes les propositions. Bref, tu peux m'écrire. Et d'ailleurs, c'est le moment pour moi de te rappeler l'usage. Laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes avec des étoiles. C'est ce qui m'aide encore le mieux parce que tu sais que pour référencer les podcasts, eh bien, il faut des commentaires. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a ma formation qui t'aide à acheter des dizaines d'appartements ou à changer ta vie financière. Ou alors, tu vas sur Amazon ou sur mon site, tu tapes riche. Il y a mon livre qui apparaît, où tu tapes crise financière avec ou sans accent. Il y a mon autre livre qui apparaît. Bref, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, tu as un onglet coaching, tu réserves un appel avec moi et on travaille sur ta situation. Sans plus de transition, nous allons donc découvrir la nouvelle protagoniste de cette émission qui est une femme. C'est la seule chose que je sais et je ne sais rien d'autre. Nous avons effacé toute l'entièreté du début de l'émission et découvrons ensemble le projet qu'elle va nous proposer. Ah bah on s'attendait pas. Non. Ils sont où les gars avec des bleus, Ça c'est vraiment la remarque. Moi je suis vous, je quitte le plateau. Je monte la valo d'un million. Moi. Je suis une femme surprenante, vous allez le voir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis Marilène Duval-Gauchereau, fondatrice de Bâti Garantie, la protection de paiement entre particuliers et professionnels du bâtiment. Et je vous propose de vous associer à cette merveilleuse aventure pour 100 000 € contre 20% d'épargne de capital. Bon, alors l'émission n'a pas commencé, je suis obligé d'intervenir, je la coupe et j'en suis vraiment navré parce que j'ai envie de faire un petit pronostic de l'émission. D'abord, on va commencer par le départ, 20% de capital pour 100 000 €, c'est assez raisonnable, ça fait 500 000 € finalement de capital pour une application de paiement pour les particuliers et les professionnels du bâtiment. Je ne sais pas si c'est ce que je pense, mais je veux le poser là avant d'écouter la suite parce que je n'ai pas écouté la suite et que je vais le découvrir. Simplement, je veux que tu l'entendes. S'il s'agit d'une application qui permet de rassurer les particuliers par rapport aux problèmes de paiement qu'on a dans le bâtiment, parce qu'il faut savoir que ça existe. J'ai moi-même eu des problèmes dans mes 20 années d'expérience immobilière, donc tu imagines que j'ai été confronté un peu à tout et à rien à ce niveau-là, et j'ai perdu de l'argent avec de grandes enseignes. J'ai laissé de l'argent à une grande enseigne nationale de cuisine qui s'est barrée avec mon compte. Je peux t'assurer qu'on a perdu, je crois de mémoire qu'on a perdu entre 5 et 10 000 €. Je ne me rappelle plus très bien, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Et j'ai aussi perdu de l'argent avec des artisans, soit qui m'ont surfacturé, soit qui m'ont pris de l'argent, qui n'ont jamais fait les travaux pour l'argent que je leur ai donné. On a vécu des faillites d'artisans. Enfin, je ne vais pas te recommencer à raconter ma vie dans les bâtiments, mais c'est vrai que c'est un véritable enfer. Et donc, un tiers de paiement entre le particulier, voire même les professionnels comme moi et les artisans, ça pourrait être génial. Petit problème que je veux tout de suite mettre sur la table, faut-il encore que les artisans soient d'accord que l'on utilise ce système? Parce que comme les artisans sont toujours à flux tendu, en réalité, ils ont besoin de ton argent pour finir le chantier précédent. Je vais te le répéter parce que je veux vraiment que tu le comprennes. Ils ont besoin de ton argent à toi, nouveau client, pour finir le chantier précédent. Et oui, il faut le savoir. Alors pas toujours, mais c'est quand même souvent le cas. Désolé si tu es artisan.
Je sais bien que c'est un stéréotype et que la majorité n'est pas comme ça, mais enfin, toi-même, tu sais. Donc bref, je suis très curieux. Je pense effectivement qu'il y a une solution à aller chercher de ce côté-là. Maintenant, la mise en œuvre m'intéresse. Bref, Patrick Magnéto. Bati Garantie est l'allié sérénité des 54% de Français qui envisagent de faire des travaux prochainement et des 470 000 entreprises du bâtiment qui les effectuent. Mais le mieux pour vous en parler, c'est de vous raconter son histoire, mon histoire. Il y a 3 ans, comme beaucoup de gens, j'achète une maison à rénover. Je ne suis pas manuelle, clairement, ce n'est pas mon univers. Je fais appel à des entreprises du bâtiment, un entrepreneur en l'occurrence que je connais, et je lui demande un devis. Il sollicite un acompte de 5 000 € pour valider ce devis. Et une fois l'argent en sa possession, je ne reverrai jamais ni l'entrepreneur, ni mes travaux, ni mon argent. Je suis juriste. Je sais que l'entreprise ayant fermé ses portes, je n'ai aucune possibilité de récupérer ces sommes. J'ai toujours une maison à rénover, avec 5 000 € en moins, évidemment. Je trouve d'autres entrepreneurs à qui je raconte un petit peu mon histoire. Et ils me disent que là où moi, on m'a piqué 5 000 €, eux ont régulièrement des difficultés à être réglés des fins de chantier, même quand le travail est bien fait. Et que cela met régulièrement à mal leur trésorerie et la pérennité de leur entreprise. Je me rends compte qu'il y a un réel problème de société, que c'est une situation injuste. J'ai une idée. Il faut créer un service de protection de paiement entre particuliers et professionnels du bâtiment. C'est Bati Garantie. En effet, si la plateforme avait existé il y a 3 ans, quand j'ai fait mes travaux, j'aurais déposé mon argent sur la plateforme. Quand l'entrepreneur aurait fait des demandes de paiement, je les aurais refusées parce qu'il n'avait pas acheté le matériel et il n'avait pas fait avancer le travail. Comme il a abandonné le chantier, son entreprise a fermé, c'est normal. J'aurais récupéré mon argent, sélectionné un nouvel artisan, remis l'argent sur la plateforme et cet artisan aurait été payé au fur et à mesure de l'achat de matériel ou de l'évolution du chantier avec mon accord, bien évidemment. Pour mettre à disposition ce système de protection, j'ai fait développer un site internet accessible depuis janvier 2023 et désormais parfaitement fonctionnel. Nous disposons actuellement d'une trentaine d'artisans utilisateurs de la plateforme. Ils insèrent Bati Garantie au sein de leur devis. Ils ont bien compris qu'être protecteur permettait de faire la différence face à la concurrence. Avec l'argent que vous investirez, j'envisage de recruter en interne les forces qui me permettront d'accélérer la croissance de Bati Garantie. Il est important pour moi d'avoir à mes côtés un associé impliqué, dynamique, performant, pour donner à Bati Garantie toute la puissance qu'elle mérite. Alors, qui veut être mon associé ? Bon, ben sans surprise, elle a vécu ce qu'on a tous vécu dans le bâtiment. Elle a acheté une maison, mon domaine d'activité. Hein. C'est pas moi qui lui ai vendu. Hein. Alors, sur le papier, je trouve ça génial. Vraiment, je suis honnête. Franchement, je me dis, effectivement, ça serait vraiment, voilà, c'est vraiment une solution parce qu'elle évoque un phénomène de société, mais qui est une réalité. La solitude face à ce genre de situation, l'incompétence totale juridique française face à ça, mais pour le coup, alors je suis du genre parfois à critiquer de manière acide, mais là je vais quand même être juste, ça n'est pas que la faute de la justice, comme elle le dit elle-même. Ton artisan ferme sa société, ben forcément que les solutions qui se présentent à toi pour récupérer ton argent sont inexistantes. Et même, je vais aller plus loin que ça. Tu donnes de l'argent à un artisan et l'artisan a des dettes. La société existe encore, mais en réalité, il a utilisé son argent pour éponger ses dettes. Même si tu arrives à poursuivre l'artisan, tu ne récupéreras rien. Parce qu'en fait, le système est fait de telle manière qu'en réalité, c'est très compliqué dans cette configuration de revoir la couleur de l'argent que tu as posé sur la table. Et je veux le dire directement, 5 000 balles, c'est une énorme somme. En fonction de la situation de chacun, cette somme peut même être colossale par rapport à l'ampleur du chantier que tu as réalisé. Et à l'inverse, je dois aussi le dire, c'est tout petit par rapport à certains chantiers que même moi j'ai pu mener, c'est peanuts. Alors j'ai envie de te dire, bien évidemment, il ne faut jamais les perdre, c'est l'idéal. Mais encore une fois, on est dans un système qui est assez compliqué à gérer à ce niveau-là. Et je dois le dire, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle solution
qui fasse le pendant entre les professionnels et les particuliers. Sur le papier, tout est parfait. Mais il y a un élément qu'elle a mis sur la table qui, à mon sens, reflète toute l'ampleur du problème et pour lequel, d'ailleurs, je vais être honnête, je ne vois pas de solution. Elle a 30 sociétés qui l'utilisent. Le problème qu'elle va avoir dans cette start-up, c'est qu'elle va devoir convaincre les artisans, finalement, d'utiliser la plateforme pour justement rassurer les clients. Et je viens de te le mettre sur la table et je te le redis, la problématique que nous avons dans le bâtiment aujourd'hui, c'est que les artisans utilisent l'argent du nouveau client pour payer souvent le précédent. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Alors on pourrait remettre la faute sur tout un tas d'éléments, l'administratif, la compta, la complexité aussi, il faut quand même le dire. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains. Il n'est pas là pour gérer tout ce qu'il y a à gérer en France au niveau de la TVA, l'IS, tous les impôts, etc. Il faut le reconnaître, c'est compliqué. C'est sur ce point-là d'ailleurs que le système des auto-entrepreneurs était venu, on va dire, amener une réponse à la problématique de tous ces petits artisans qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Finalement, quand tu es auto-entrepreneur, tu déduis le pourcentage qui change régulièrement, mais peu importe, 26% on va dire, de ton chiffre d'affaires, tu le déduis de ce que tu produis et ça s'arrêtait là. Récemment, au moment où j'enregistre l'émission, l'État vient de changer le seuil de TVA, rabaissant de 85 à 25 000 euros pour le multiservice, le seuil de TVA à partir duquel tu dois maintenant redéclarer des TVA. Ce qui, de mon point de vue, est une catastrophe parce que tu rajoutes de la complexité sur tous ces petits artisans qui ne veulent pas de complexité parce que ce n'est pas leur travail. Et je le comprends aussi. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation compliquée où, d'un côté, eh bien, effectivement, elle a raison dans la proposition qu'elle amène sur la table, mais de l'autre, la grande difficulté qu'elle va avoir, c'est de rallier à sa cause des artisans qui vont utiliser la plateforme. Parce que ceux-là même qui ont des difficultés à gérer et qui, pour autant, n'ont pas un si grand intérêt que ça à utiliser la plateforme parce qu'ils ne peuvent pas jouir de la trésorerie comme ils le désirent et selon leurs besoins du moment. Au demeurant, petite erreur qu'elle a aussi commise dans son énoncé, eh bien, elle a dit qu'elle allait utiliser l'argent pour embaucher des gens. Je ne suis pas certain que la plupart d'entre nous aient envie de financer l'embauche, spécifiquement en France, quand on sait ce que coûte un salarié, malheureusement. Au demeurant, c'est peut-être ce qu'il faut faire, mais je tiens à le préciser. L'histoire qu'elle a racontée est parfaite, hein. L'histoire que nous aurions pu tous vivre et que nous avons peut-être déjà tous vécu. Moi, je l'ai déjà vécu. On l'a tous vécu au moins une fois quand on fait de l'immobilier. Et donc, j'ai envie de te dire encore une fois, 5 000 balles, moindre mal. Hein. J'ai couvert une affaire, l'affaire de Papy Broussard, pour ceux qui s'en rappellent, où des personnes ont carrément perdu 300 000 euros. Bon, là, c'est aussi un peu de l'hérésie hein, pour ceux qui ont fait le virement. Passons, je ne vais pas commencer à accuser les uns ou les autres. Mais tu as compris là où je voulais en venir. La finalité, c'est simplement de dire qu'elle a une très bonne idée, mais que c'est une idée difficile à vendre parce que l'on parle d'éducation, pas de clients, mais de professionnels, d'arriver à leur montrer un intérêt. Alors, peut-être qu'elle a un joker dans sa manche, mais là, comme ça, à froid, j'ai du mal à voir comment elle va vendre sa solution aux artisans. Patrick, la suite. Vous m'avez beaucoup regardé quand vous disiez performant, efficace. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Par contre, dès que vous avez dit sérénité, c'était derrière moi, j'ai bien compris aussi. Bon, alors, bâti garantie, c'est quoi? C'est un séquestre? C'est un compte tiers au paiement. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est un PayPal du bâtiment. Mais en quoi ça vous aurait évité de perdre les 5 000 par exemple? Parce que si vous demande un paiement upfront, donc immédiat, vous les auriez envoyés sur la plateforme et elle l'aurait libéré parce que sinon il n'aurait pas commencé le chantier. Non. Donc dans votre exemple, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Bien sûr que si. Très souvent, ils demandent un prépaiement pour pouvoir acheter la matière première qui va permettre de faire les travaux. Donc il y a une question de trésorerie aussi. Oui. Tu vois, et donc si c'est bloqué au milieu, comment fait-il pour acheter donc, le matériel? Vous allez voir, il n'y a aucun blocage. Non, mais on pose des questions. Bien sûr. On a pensé à tout. Non. L'argent est placé sur effectivement les comptes de bâti garantie et l'entrepreneur ne peut décaisser au début du chantier que la valeur du matériel. Qu'il achète pour faire le chantier. Voilà, uniquement la valeur du matériel qui est établie sur le devis. Le reste ne peut être décaissé qu'au fur et à mesure de l'évolution du chantier. Comment on vérifie l'évolution du chantier? Tout simplement, c'est le client particulier qui accepte ou refuse le paiement. Alors vous allez me dire, oui, du coup, l'artisan n'est pas protégé. L'artisan est protégé puisque si le client particulier refuse le paiement, nous lui demandons d'amener des preuves, Ah ouais, je comprends. des malfaçons réelles, de ce qui, concrètement, devant un tribunal, lui permettrait de s'opposer au paiement. Et là, nous rentrons dans le cadre légal. Bâti garantie, c'est l'application du droit à la réalité des chantiers.
Il était bien travaillé celui-là. Il est passé nickel. C'est-à-dire que s'il y a 10 conflits de gens qui disent bah, mon carrelage est mal posé, il y a une fuite, c'est pas droit, ça dépasse, vous devez arbitrer pour savoir qui a raison. Nous, on rentre en médiation. C'est ça. Et concrètement, ça se passe comment? Parce que c'est là, je pense, où il y a vraiment la problématique de pouvoir passer beaucoup de temps. C'est très chronophage. Ouais, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur du bâtiment fait une demande de paiement. Ouais. Elle arrive chez le client particulier, par l'intermédiaire de la plateforme, bien Il dit évidemment. non. Et là, il dit « je refuse Ok. ». Pourquoi est-ce que vous refusez? Il nous l'indique Ouais. et il nous joint des Photos, éléments qui permettent vidéos. de justifier de sa contestation. Ok. Et ensuite? Et après, nous étudions les pièces. Je suis juriste. C'est mon premier métier. Et après, vous donnez votre conclusion à l'entreprise en disant le carrelage, ça va pas, faut recommencer. Ou alors vous dites pas du tout, le carrelage, ça va, on va le forcer à payer. Non, nous n'avons pas force de décision. Ah. Nous allons entrer en discussion entre le particulier et le professionnel du bâtiment. Nous ne sommes pas juges. Mais oui. Mais à la fin, qui décide de libérer? S'il y a une voie judiciaire, le juge. Très sincèrement, j'ai tendance à penser que les utilisateurs de Bati Garantie sont des utilisateurs sains et honnêtes. Oui, bah alors, Alors du coup, là, ça c'est... Ça, c'est un gros pari, ouais. c'est une niche. Oui. Donc en fait, tu fais un site, enfin une plateforme pour régler les problèmes en visant toutes les personnes qui posent pas problème. C'est un petit peu compliqué, d'autant que, comme ça vient d'être soulevé, c'est compliqué puisque tu demandes finalement à l'artisan de s'asseoir sur sa trésor, ce qui est un petit peu le nerf de la guerre pour tous ces artisans malheureusement, et qui n'amène aucune solution puisque tu pars du principe que tu vas attirer un ensemble d'utilisateurs honnêtes. En fait, tu cherches des gens qui ne veulent pas donner la totalité de leur acompte et qui veulent garder une maîtrise sur leur argent pour quelque part se garantir d'arriver au bout du chantier sans encombre. Moi, je vais le résumer un petit peu autrement, peut-être vulgairement, ne le prenez pas mal. C'est une vendeuse d'assurance qui essaye d'assurer là où il n'y a pas de risque dans une zone où il y a énormément de risques. C'est-à-dire que tu te lances dans un domaine où tu sais qu'il y a d'énormes risques, tu vas sélectionner toutes les zones où il n'y en a pas et tu n'assureras que ces zones-là en évitant soigneusement finalement d'aller vers les terrains glissants. Je ne vois pas l'intérêt. Je te le dis clairement, là, à ce stade, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, j'ai eu du mal aussi à trouver du chiffre d'affaires, donc j'ai hâte d'avoir la réponse à la question. Mais 30 artisans, ce qu'elle a annoncé au départ, je ne m'attends pas par contre à un très gros chiffre d'affaires. Je suis allé un peu enquêter, bien évidemment, sur le site internet pour comprendre comment fonctionnait le système. Donc en gros, quand tu optes pour la solution Bati Garantie, tu as 120 € pour un projet qui assure la sécurité des paiements des chantiers. Donc tu payes en fait, c'est une assurance. En fait finalement, elle le présente comme une solution de paiement. Donc j'imagine, je pense qu'elle a de la rétrocom sur l'argent qu'elle encaisse, ou en tout cas il doit y avoir quelque chose dans ce style-là. Mais en réalité, elle vend de l'assurance. Elle vend, enfin pour moi en tout cas, c'est mon interprétation de ce projet. C'est de l'assurance et tu payes pour 120 € pour sécuriser ton projet et finalement aller chercher tes artisans et leur dire je vais te payer avec ce système, j'ai payé 120 € pour assurer mon projet. Ça demande aussi à l'artisan d'être plus précis sur ses devis. Il faut que tu tombes sur quelqu'un qui ait ce profil-là, ce n'est pas toujours le cas. C'est quelqu'un qui, je pense, manque d'expérience dans les travaux et dans le bâtiment et qui, à l'inverse, a quand même, je trouve, une très bonne idée. C'est dommage qu'elle ne soit pas allée plus justement sur le terrain risqué pour aller essayer de désamorcer là où c'est difficile. Il y a un autre problème aussi sur lequel je vais mettre le doigt qui n'est pas très agréable à entendre, mais ça n'est pas scalable. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, il y a quelqu'un derrière qui travaille au dossier. Et donc, si tu dois derrière augmenter la cadence et passer de 30 artisans à 3000 et que tu augmentes du coup le nombre de sinistres, tu vas avoir des personnes qui vont travailler sur le dossier. Alors, entre-temps, entre l'émission et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Question que je lance en l'air, est-ce qu'il ne serait pas possible de connecter ce système à une intelligence artificielle qui arbitre pour toi et qui t'évite finalement l'étude de tous les dossiers et qui fasse le tri à 80% des litiges qui pourraient se présenter. Mais bon, elle a dit qu'elle essayait d'éviter les personnes, les profils de chantier à litige. Bref, je suis dubitatif. Là tout de suite quand je te parle, j'ai pas du tout envie d'investir sur un projet comme celui-là. En plus moi les assurances, je ne serais pas quelqu'un qui investirait dans les sociétés d'assurance, mais plutôt dans les sociétés de réassurance pour ceux qui connaissent. Bref, fermez les guillemets. Donc, je suis dubitatif, je reste interrogatif sur la situation du projet et je me dis que
C'est un petit peu comme un avocat qui te dirait « je ne prends que les clients dont je suis sûr de gagner ». Ben, ne deviens pas avocat alors. Alors il y en a qui le font, je sais que ça se pratique, c'est une manière de voir les choses, mais un bon avocat, c'est quelqu'un qui prend les dossiers difficiles et qui les sort. Et pour moi, une bonne assurance, c'est quelqu'un qui prend les dossiers difficiles et qui les sort. Et tu n'es pas un processeur de paiement, je suis désolé de te le dire, c'est mon ressenti. J'attends de voir un petit peu les réponses qu'elle va poser, le chiffre d'affaires et les réactions. Je suis encore un peu mitigé parce que je comprends le besoin et je l'identifie très bien parce que c'est mon métier. Mais malheureusement, ça ne répond pas vraiment à la problématique, au cœur du problème qui existe et qui mériterait d'avoir la solution qu'elle a commencé à vendre et pas celle finalement qu'elle a produit. Malheureusement, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur le paiement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à proposer en plus en faisant une liste des entrepreneurs de la région? Ouais, la qualification, parce que au bout de 2 ans, tu peux dire, lui, il a jamais eu un problème. Comme entrepreneur, bah, c'est rassurant. Les notes, ouais, les notes. Ah, mais ça, il a tellement essayé. Oh. Mais pour ça, il faut arriver à avoir des volumes. Ouais. Combien de clients utilisateurs? Il y a 30 artisans. Mais Actuellement, on a une trentaine d'artisans qui commencent à utiliser la plateforme. Il faut savoir qu'elle est en ligne depuis janvier 2023 et en bêta-test. Et donc, combien de deals il y a eu sur la plateforme? Admettons, combien de transactions? Et c'est quoi le modèle économique? Parce que il faut cette sécurité, elle a forcément un prix. Oui, elle a un prix. Et qui est de 120 € le forfait, quel que soit le montant du chantier. Oh là là là. 120 € TTC. Lui, à chaque chiffre, de toute façon, il dit « Oh On là a là !» perdu Eric. Mais non, mais comment vous allez faire pour gagner votre vie? Parce que 120 €, vous imaginez le nombre de fois où C'est une économie de masse. Ah ouais, mais... Ouais, mais là, c'est pas très cohérent que ce soit le même prix. Quand tu as un très gros chantier, le temps passé va être beaucoup plus important que sur un gars qui pose de robinet. Donc le 120 €, il apparaît quand même un peu déconnant au regard du modèle qui est le vôtre. Pour faire 2 millions de chiffre d'affaires, il faut faire 16 000 transactions. Ça fait beaucoup de chantiers, quoi. 470 000 entreprises du bâtiment en France. 54% des Français qui envisagent de faire des travaux. Le marché, il est énorme. Notre force commerciale, ce sont les artisans. Ce sont les 470 000 entreprises du bâtiment. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il ne faut pas leur faire plutôt des abonnements récurrents pour qu'ils soient sûrs d'avoir des clients qui payent sur les travaux. Ouais. Un pourcentage sur les travaux plutôt qu'un... Pourquoi un forfait? Pourquoi une somme forfaitaire? Parce qu'il était important pour moi qu'en fait, Bâti Garantie soit accessible à tous et que l'économie, le budget, ne soit pas un frein à la protection. J'ai envie de protéger un maximum de personnes. Oui, c'est très louable. Ah oui, mais... Mais il faut que ça Vous marche. pouvez pas y laisser votre peau, quoi. Mais j'ai... Vous pouvez pas protéger le monde avec vos ambitions et votre bonne volonté. Non, mais s'il faut que ça marche, vous devez vraiment, je pense, mettre le bon prix. Et j'ai très peur que 120 €, ce soit pas suffisant parce que ça vous laisse très peu de marge. Est-ce que c'est une valeur fondamentale ou est-ce que vous êtes prête à changer le modèle On économique? peut le modifier. Et Ouais. je suis ouverte à faire plusieurs forfaits financiers, effectivement, évolutifs. Le problème, c'est qu'elle est assez fermée, à mon sens, aux recommandations qui lui sont faites. Elle est un petit peu hermétique dans la volonté, finalement, de protéger tout le monde. 120 € TTC, hein, il faut quand même que je te le précise, on a 100 € hors taxe. Le point sur lequel ils essayent de l'alerter, c'est déjà le fait que malheureusement, ça n'est pas scalable. Donc, pour récupérer, eux, leur argent qu'ils vont devoir mettre dans la société, ben, c'est quasiment impossible avec ce niveau aussi faible de rémunération. Ensuite, elle met en avant 470 000 entreprises du bâtiment et 54% des Français qui veulent faire des travaux. Mais ce qu'elle ne veut pas entendre, c'est que le malheur, c'est qu'un chantier à 1 million d'euros ne va pas te demander le même temps de travail qu'un chantier à 10 000 €. Et que de vouloir facturer le même prix n'a strictement aucun sens. Et en plus, dans son modèle économique, elle ne met pas en avant finalement un mode de paiement, mais je le redis, c'est une assurance bien plus qu'un mode de paiement de quoi que ce soit. Et le problème, c'est que elle reste coincée sur son juridique, elle reste coincée finalement sur tout un tas, je vais dire, d'arguments qui sont valables, que j'entends, et qui sont louables. Mais ces arguments-là, pour moi en tout cas, ne justifient ni un investissement extérieur, parce que qui dit investissement extérieur dit retour sur investissement pour les investisseurs qui mettent leur argent déjà, il faut quand même le rappeler. Et surtout, comme ils essayent de lui dire, si tu n'as pas de marge, si tu n'es pas rentable, tu ne te développeras pas. Quand Eric lui dit « tu vas y laisser ta peau », c'est qu'en fait, tu vas travailler pour des pécounettes, des pécolettes, pour des centimes. Et en fait, si tu veux,
Les entrepreneurs, mais moi le premier, et on est nombreux, hein, ne mesurent pas à quel point c'est dur de faire du volume. Le volume, c'est sans doute la chose la plus dure à faire dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je ne sais pas pourquoi les gens croient à tort que c'est très facile de faire du volume. Mais en fait, c'est aussi facile de faire du volume que de devenir célèbre comme Michael Jackson en partant de zéro. Essaye de te rappeler de ça. Si là, tu m'écoutes, tu n'as aucune notoriété, aucune particularité, rien, et que je te demande de devenir célèbre comme Michael Jackson dans les années 80, sachant que dans les années 80, tout le monde connaissait Michael Jackson. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et encore aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Tu vas me dire, je prends un téléphone et je fais une vidéo YouTube. Eh bien, tu sais quoi? Fais-le. Vas-y, fais-le. Il y a 10 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Là, ça y est, on est en 2015. Je peux fêter les 10 années de ma chaîne YouTube. Ça fait 10 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Pendant 8 ans, voire même 7 ans, je suis resté bloqué entre 1000 et 10 000 abonnés. Je peux te dire qu'il y a une chose qui est difficile à faire, c'est d'acquérir un semblant de notoriété. Alors oui, tu peux trouver un concept et avoir un déclic, il y a plein de manières d'y arriver. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est 1000 fois plus dur d'avoir de la notoriété que de vendre un produit cher. Et le problème, c'est qu'on est face à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Si elle l'a dit, son argument, c'est de dire « je ne veux pas gréver le budget des Français ». Sauf que là, en fait, quand tu fais ce choix-là, ah oui, tu ne grèves pas le budget des Français, mais tu te tires une balle dans le pied. Ou en tout cas, tu coupes les jambes de ta société et tu lui demandes de courir vite. Crois-moi que si tu prends quelqu'un et que tu lui coupes les jambes et que tu lui demandes de courir vite, ben il va courir moins vite sans ses jambes qu'avec. C'est un peu idiot. Donc, essaye, mon Dieu, de gagner de l'argent quand même. C'est assez important à mon sens. C'est quand même un métier compliqué parce que vous avez une double acquisition à faire. Exactement. Il y a beaucoup de plateformes qui sont comme ça. Vous devez à la fois trouver les entreprises, les ouvriers, les convaincre de changer leur méthode. Et on sait que dans le milieu du bâtiment, c'est quand même à l'ancienne. Et en même temps, trouver les clients qui vont payer ces artisans. Et donc, il faut qu'il y ait un match entre les deux parce que si leurs artisans ne sont pas convaincus, ils ne le font pas. Compliqué. Vous faisiez quoi avant? Juriste. Juriste. Non, mais juriste, mais dans quel cadre? Je suis expert en dommages corporels et je le suis toujours puisque Bati Garantie est ma deuxième entreprise. Ah, donc tu as l'activité toujours à côté pour l'instant Ouais. pour financer celle-ci. C'est ça, puisque je ne suis pas rémunérée sur Bati Garantie. Elle me prend 80% de mon temps actuellement et je continue à faire vivre ma première entreprise. Vous êtes une femme. Comment vous avez, d'ailleurs, avec l'intro que vous avez eue en arrivant, hein, C'est ça. On est d'accord? Eric, Les girl ne me power, regarde encore pas. une fois. Comment vous arrivez à gérer concrètement deux sociétés, à en lancer une nouvelle? Comment vous gérez votre vie et avoir cette énergie, quoi? Parce que on voit que vous êtes solide. Alors concrètement, je suis animée en fait par cette envie de protéger et d'aider. Ça me donne une énergie et une puissance, je pense, peut-être pas supérieure, mais une capacité de travail énorme. J'ai un emploi du temps millimétré entre le sport, les activités personnelles, parce que j'ai des activités personnelles. Je suis aussi bénévole au sein d'associations, j'ai des animaux, enfin, je fais énormément de choses. J'ai une vie très riche. Comme Anthony, quoi. Tout pareil. Mais oui! Et j'apprends beaucoup des visios d'Anthony, et c'est une réalité sur le changement de classe sociale, ce qui est mon cas, puisque je suis issue de parents handicapés qui déjà ne travaillaient pas. Donc c'est quand même ma base, qui n'avait pas de possibilités financières. Et tout ce que j'ai construit vient de moi. Et je pense que cette résilience, cette ténacité, c'est ça en fait qui me permet de tout gérer en même temps. Donc votre moteur, c'est vraiment de... Comment est-ce que j'entends? C'est vraiment de protéger les autres, quoi. J'ai besoin de protéger, j'ai besoin de mettre fin à l'injustice. À mon niveau, je ne peux pas tout régler. Je ne suis qu'une personne. Mais je peux déjà en faire pas mal. Qui ne voudrait pas aider des milliers de gens? Qui ne voudrait pas les protéger avec un système simple? Marilène, inépuisable. C'est ça, c'est complètement le terme. Alors c'est hyper embêtant parce que la personnalité est excellente, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Quelqu'un qui se donne comme ça, deux boîtes, comme elle dit, une femme, sa vie issue d'un milieu qui n'est pas, on va dire, prépondérant, c'est pas le bon terme, qui favorise pas le fait qu'elle se lance à son compte, qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Donc il faut le souligner, la saluer, bravo à elle, c'est excellent.
Maintenant, elle se retrouve à un carrefour, comme beaucoup d'entre nous, où il va falloir prendre des décisions et il faut qu'elle entende que son modèle ne fonctionne pas. Ils lui font remarquer qu'il y a l'éducation client à faire sur la partie entrepreneur, ou plutôt entrepreneur du bâtiment, ce qui est extrêmement compliqué, voire impossible. Enfin, on va dire que rien n'est impossible dans la vie parce que je suis le premier à le dire. Ça me paraît quand même très compliqué en l'état et vu ce qu'elle demande. Et en plus, comme elle leur demande déjà d'utiliser la plateforme, je pense qu'elle ne se voit pas leur demander de l'argent en plus, qui les freinerait. Bon, bref. Moi, j'aurais fait un système comme PayPal. Tu prends un pourcentage de chaque transaction, tu deviens vraiment une banque, mais une banque attitrée justement pour le dépôt d'argent. Un système fluide, transparent, limpide, sans système de forfait et, comme ils l'ont sous-entendu, au pourcentage des sommes versées. Ce qui fait que, oui, effectivement, tu gagnes peut-être encore moins, mais là, ça devient incolore, inodore pour chacun des deux parties. Et il faut que le virement prenne finalement des frais dans les deux sens. Et dans ces cas-là, tout le monde paye et tout le monde est égaux. Bon, c'est mon opinion, c'est un petit peu ce que je mets là sur la table. Tu peux reprendre l'idée puisque au moment où je te parle, j'ai fait des recherches, rien n'a changé de son côté. Je ne lui fais aucun reproche. Je lui souhaite de faire évoluer son entreprise. Bravo à elle aussi pour la résilience, pour tout ce qu'elle a expliqué. Ça doit aussi à toi te montrer que c'est possible malgré ta situation, malgré tes origines, malgré toutes les excuses qu'on se trouve. Mais la réalité, et moi c'est ce que je voudrais que tu notes ici, c'est que parfois dans la vie, on fait des choses, on propose des produits au monde, ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne. Tu dois initier des changements. Si tu continues inlassablement à faire la même chose en espérant un résultat différent, tu n'atteindras jamais aucun de tes objectifs. Change des choses, évolue, modifie. N'aie pas peur d'augmenter les prix, de les baisser, de les modifier, de changer ta manière d'acquisition, d'embaucher des gens. Fais des choses. Mais là, en l'état, si comme elle, tu restes obstiné sur tes positions, la seule personne qui en pâtit, c'est toi. Et pire que toi, c'est ton entreprise. Parce que quand ton entreprise ne va pas, ça ne va pas pour toi. Et quand ton entreprise va bien, bien évidemment, ça va bien pour toi. Ah, je vous sens sceptique, c'est dommage. Bon, je vais démarrer. Tu es arrivé en disant que tu étais une femme étonnante. C'est sûr que tu es une femme même détonnante. C'est-à-dire qu'une énergie incroyable, une force de conviction. Moi, en fait, la question fondamentale, c'est est-ce qu'une belle idée et une belle personne font un bon business? Et rien n'est moins sûr. Parce que tu mets en avant la dimension du marché, les 470 000 entreprises, comme étant un avantage, mais c'est aussi un océan dans lequel tu peux te noyer. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes à gérer entre l'entrepreneur et le particulier. Et très souvent, en fait, c'est des problèmes de perception. Tu vois, c'est-à-dire que un pense que c'est fini, l'autre pense que c'est pas encore fini, et c'est très compliqué d'expliquer et de trouver une médiation. Alors peut-être que c'est un peu tôt, et que c'est ça en fait le sujet, et que cette rencontre aurait été plus intéressante et plus riche donc dans un an. Mais là, avec les éléments que tu as livrés, personnellement, effectivement, donc je me sens pas d'y aller, raison pour laquelle donc je vais passer. Et oui, malheureusement, une belle personne avec de bonnes intentions ne fait pas forcément un bon business. Jean-Pierre l'a dit avec énormément d'élégance, j'ai vraiment apprécié. Je voudrais que tu l'entendes, c'est dur à entendre parce qu'on se dit que quand tout est réuni, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Parfois, tout est réuni et ça ne marche pas. C'est le malheur, c'est injuste, c'est difficile. Il faut se remettre en question, il faut réessayer, il faut se relever. Heureusement, elle a de l'énergie, c'est une belle personne qui a un beau projet. Mais malheureusement, il y a des incohérences, ça ne fonctionne pas. C'est difficile de le dire. C'est pas facile de l'entendre. C'est encore plus difficile de se remettre au travail quand on y croit comme elle y croit là et que finalement on n'a pas l'écho en face et qu'en même temps on sent que on est face à quelqu'un à qui on a envie de donner l'argent. Mais le business model n'a pas été trouvé. Ça ne fonctionne pas encore une fois et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est un malheur parce que tout est là. Ça aurait pu être fait légèrement différemment et amener du coup un résultat complètement différent, mais malheureusement, on est sur des mauvais rails et parfois à 1 centimètre, tu finis sur la distance à des kilomètres du point d'arrivée que tu t'étais fixé. Il faut l'entendre, mais quand on lance une fusée et qu'on se trompe de 1 centimètre, tu peux, sur la fin du trajet, te retrouver avec un écart tellement immense qu'au final, le projet ne ressemble plus à rien et que tu t'es laissé entraîner dans une chute vertigineuse. C'est pas ce que je vous souhaite, bien évidemment. Elle a un projet qui est intéressant, qui mérite de réussir, mais malheureusement, je dois le dire, là, c'est mal parti. Et Jean-Pierre fait bien de le lui dire comme il le lui a dit, avec élégance, parce qu'elle mérite l'élégance qu'elle a reçue dans ce refus. Je crois en vous. Comme Jean-Pierre, je trouve que c'est une belle idée, mais j'ai pas vu le scale. Deux difficultés, ces aspects juridiques et le fait d'avoir cette plateforme et
d'avoir à acquérir à la fois des entrepreneurs et des clients. Moi, je suis déjà dans une petite boîte de chantier et je vois à quel point c'est dur de convertir les entrepreneurs. Pour ces raisons, je passe. Mais l'idée est belle. Bon, l'idée, elle est super et la mission, elle est formidable. Le financement d'un truc comme ça, c'est extrêmement aléatoire. Il va falloir les convaincre 470 000 entreprises de rentrer, mais s'il n'y a pas les clients, elles ne vont pas venir. Ce qui est ennuyeux, c'est que vous avez une mission extraordinaire, énorme, et vous arrivez avec un cure-dent et une capsule de coca pour vous défendre. Le nerf de la guerre dans ce genre de projet, malheureusement, c'est les moyens, l'argent, et que vous n'avez probablement pas réfléchi à comment vous pourriez en trouver autrement que par une levée de fonds hautement aléatoire. Et j'ai peur que pour compenser ce manque de moyens, vous allez déployer une énergie de dingue, toute seule et avec l'associé qui vous suivrait. Donc parce que j'ai pas l'énergie pour vous accompagner sur ce type de mission, évidemment je vais passer. Bon, Marilène, je pense que vous sous-estimez gravement la difficulté du dossier. 120 € par client, ça ne peut pas fonctionner. Je connais un peu le secteur, je suis investisseur chez Algar, qui était Permettez-moi de construire, qui vend en fait des permis de construire aux particuliers. Donc on est quand même un petit peu dans le même univers. On est sur des paniers moyens beaucoup plus élevés, de l'ordre de 800 € le permis de construire, et c'est pas assez cher. Les coûts d'acquisition, les coûts de gestion sont très élevés, et là, je pense pas que vous pouvez vous en sortir avec 120 €. Je pense qu'il faut vraiment revoir le modèle. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous êtes hyper motivé pour y arriver, vous êtes sûrement la bonne personne pour le faire, mais je pense qu'il vous manque en fait un certain nombre d'aspects pratiques et de réalités du secteur pour que vous puissiez bien dimensionner le business, parce que là, je vous le dis, ça ne peut pas marcher. Je ne vais pas y aller. Par contre, je vais vous faire rencontrer le fondateur d'Algar, Aurélien de Nunzo. Il me doit bien ça. Il va passer du temps avec vous pour vous aider. Et je pense que ce sera vraiment utile, parce que lui, il connaît très très bien ce secteur. C'est plusieurs années qu'il bosse là-dedans sur des sujets extrêmement connexes, et il va vous faire gagner beaucoup de temps. D'accord. Et ça vous coûtera rien. Aurélien, si tu nous regardes. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Il ne le sait pas encore, mais il a 3 week-ends de bloqués là. Chérie, on annule Marrakech. Je le remercie d'avance. Merci. Bon, je t'ai regroupé l'ensemble des trois parce que j'avais vu la tendance. Il restera plus qu'Anthony, on va voir ça à la fin. C'est assez intéressant parce qu'il reste encore pas mal d'émissions. Donc je suis surpris, je me demande ce qui va se passer sur la fin. Peut-être aurons-nous une surprise, mais j'ai des doutes malgré tout. Je veux juste te dire 2-3 petites choses. Ici, on nous dit oui, vous avez sous-estimé la taille du marché, vous avez mal évalué, etc., etc. Je ne veux pas qu'on se méprenne, toi et moi. C'est très important ce que je vais te dire. Elle a opté pour le mauvais business model. Autrement dit, si elle avait un bon business model, la taille du marché n'aurait pas été un problème. Si elle n'avait pas une éducation client à faire sur des entrepreneurs du bâtiment, il n'y aurait pas eu de problème. Il faut bien que tu comprennes qu'en réalité, ce à quoi on est confronté là est une tragédie parce qu'en fait, elle a identifié un vrai problème. Elle a mis le doigt sur quelque chose qui pourrait générer beaucoup d'argent, mais le vrai fond de ce qui l'amène à cette situation, les éléments qui amène le fait qu'elle ne peut pas lever cet argent dont elle a besoin, c'est qu'elle n'a pas su mettre un business model fonctionnel, scalable, qui permette finalement à tout le monde d'avoir une visibilité pour lancer la machine. Marc Simoncini lui a dit quelque chose d'intéressant sur lequel j'aimerais que tu capitalises par rapport à ton projet, peu importe lequel il peut être, c'est le suivant. Si jamais tu n'avais pas eu l'option des levées de fonds, comment aurais-tu trouvé de l'argent ? C'est vraiment une réflexion extrêmement intéressante parce que je pense que quand on crée une société, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la levée de fonds ne doit pas faire partie, on va dire, du panel d'outils que tu vas utiliser pour développer ta boîte. La levée de fonds, ça doit être soit un accident, soit finalement une issue obligatoire parce que tu es en hyper croissance et que finalement tu te dis bon ben là une levée de fonds parce que j'ai besoin d'un associé qualifié pour m'aider à gérer tout ça et à me développer. Mais la réalité c'est que ça ne doit pas être l'option par laquelle tu vas te développer. Et si ça l'est, ça veut dire que ta manière de te développer doit être reconsidérée parce que je pense que tu n'as pas choisi les bons, on va dire les bonnes choses. Donc, je me permets de te le dire, mais je pense que tu dois vraiment prendre en considération le fait que tu as de l'argent qui est disponible, quoi que tu décides de créer comme société,
mais que l'argent des levées de fonds n'est sûrement pas la vraie solution au développement de ta boîte. Et si c'est la seule solution, ça veut dire que tu n'as pas choisi le bon business model. Un bon business model génère de l'argent. Cet argent, tu peux le réinvestir pour te développer et c'est à partir de là que ta boîte, elle commence à grandir. Et si ta boîte, elle commence à faire du chiffre d'affaires, à partir de là, lever des fonds, ça devient une formalité. Regarde, qu'est-ce que je te dis à chaque fois que l'équipe veut être mon associé commence? On a des doléances, des desiderata. Les mecs, ils arrivent. Je veux 100 000 euros contre 5% de ma boîte. Et je te dis quoi? Quel est le chiffre d'affaires qu'il y a en face? Là, le chiffre d'affaires est ridicule. On parle de 6 000 euros. Je t'en ai même pas parlé. Et la nana, elle valorise sa boîte à 500 000 euros pour 20% et pour 100 000 euros d'apport. Mais d'où? Sur quelle base? C'est pas possible. Donc, j'aimerais que tu l'entendes. Commence par faire du chiffre. C'est d'ailleurs ce qui fait que les gens qui font de l'argent ne supportent plus ces discours de personnes qui n'ont jamais fait de l'argent dans leur vie et qui leur expliquent qu'ils ne payent pas assez d'impôts. Quand tu sais comment c'est dur de faire de l'argent, de monter un projet, d'encaisser de l'argent, de le réinvestir, le dilapider, parce que c'est ça le terme, le dilapider dans de la fiscalité alors que cet argent pourrait servir à développer ta boîte, ça fait péter un câble aux personnes qui font de l'argent vraiment, qui le créent. Parce qu'il faut embaucher, parce qu'il faut réinvestir dans le marketing. Il y a tellement de choses à faire avec l'argent pour développer son entreprise que le donner à de l'impôt pour lequel on ne sait même pas où il va, ça fait juste râler. Alors après, voilà, il faut payer de l'impôt. Je ne suis pas un gars qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impôt. J'essaye juste de te faire comprendre des rouages avec ces sociétés. Et le rouage que j'essaye de te faire comprendre ici, c'est que malheureusement, elle a une excellente idée, mais sa mise en œuvre est bancale. Elle n'a pas un business model fiable et ça a foutu en l'air toute sa personnalité qui est excellente. C'est le genre d'entrepreneur à qui on a envie de donner de l'argent. Et malheureusement, il faut repenser ton business model. Donc, à toi qui m'écoutes, avant de créer ta boîte, réfléchis aux options que tu as pour faire de l'argent. Et si dans ces options, par rapport à ton business model, la seule option qui se dessine vers toi ou qui apparaît devant tes yeux, c'est la levée de fonds, réfléchis à ton business model. Ok? Allez, on continue. Patrick Magnéto. Bon, je propose qu'on se tutoie comme on se suit sur les réseaux sociaux, ça crée un lien. Et c'est toujours très inspirant. C'est clairement un projet qui règle des problèmes, ou en tout cas qui entend régler des problèmes des deux côtés. Donc ça donne envie. Et tu as une énergie qui est débordante, tu es une femme rayonnante, tu as envie de tout éclater. Et c'est exactement ce que je dis sur mes réseaux. Donc je peux que t'encourager, tu vois. Tout est possible, croyez en vous, foncez. Ouais. Mais je pense que tu vas réussir plus tard, pas avec ce projet. Je pense que là, tu vas apprendre à quel point un business model doit être réfléchi en amont de l'exécution. S'il n'y a pas quand même un minimum de réalité économique dans ton business, c'est trop compliqué. Et donc, j'ai pas envie que tu gâches ton temps avec un projet qui peut pas fonctionner. Je préférerais que tu mettes toute cette détermination, cette résilience, cette passion dans quelque chose qui va marcher. Je sais que dans ta tête, tu vas te dire, ils n'ont pas bien compris mon projet, ils n'ont pas bien vu le truc. Tu as quand même 5 profils différents avec des cerveaux qui fonctionnent de manière vraiment variée. Et les conseils qu'on te donne, c'est pour que tu puisses rebondir et aller plus loin. Donc encore une fois, je rejoins mes camarades, repense un business, fais quelque chose de plus rémunérateur où tu vas très vite pouvoir gagner de l'argent. Et je suis persuadé qu'on sera ravis de te suivre sur les réseaux et de voir ta réussite dans quelques années. D'accord. Pour ces raisons, tu as compris, je vais passer, mais je te souhaite le meilleur et on se parle sur Instagram. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon courage. C'est pas le moment le plus sympa de l'émission quand tu fais ça. La pauvre, elle était triste. C'est horrible. C'est c'est horrible, difficile. c'est horrible, c'est horrible. C'est aussi ça, hein, la réalité du business. C'est que parfois, tu te jettes bille en tête en oubliant de regarder un peu les fondamentaux. Et en fait, tu es débordé par ton énergie. Est-ce que son business ne peut pas tenir comme ça? C'est impossible, il n'y a pas assez d'argent. 120 € non récurrents. C'est dur. C'est difficile quand l'entreprise est une partie de soi, de se voir refuser effectivement des opportunités. Mais ça reste une belle entreprise. Je vais réfléchir bien évidemment à ce qu'ils m'ont amené comme information. Le temps de passer la déception et après on avancera. Je peux les assurer qu'ils reverront Bâti Garantie. Peut-être sous d'autres formes, peut-être autrement, peut-être avec un autre mode de fonctionnement. Mais ils la reverront. Et Bâti Garantie révolutionnera le monde du bâtiment. J'en suis persuadée.
C'est une émission qui fait du mal, c'est pas une émission facile. J'ai hésité à laisser la dernière partie où on la voit pleurer. Moi, ça m'embête parce que, encore une fois, c'est une belle personne qui a vraiment une énergie débordante. Moi, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais il y a un terme qui a été employé que je veux que tu entendes, c'est la réalité économique. Crois-moi, c'est vraiment difficile, mais vraiment. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, parfois, tu sais, prendre le produit d'une entreprise, d'un entrepreneur, le faire travailler, c'est l'aider aussi. C'est lui permettre de continuer d'exister. C'est pour ça que moi je remercie souvent et je te remercie souvent. Je vous remercie souvent d'ailleurs pour mes livres parce que pour moi les livres c'est vraiment important dans mon quotidien aujourd'hui. D'abord je prends plaisir à les écrire et je suis heureux que ça plaise. En tout cas j'espère que ça vous plaît pour moi parce que c'est une manière de remercier mon travail. Quand tu prends un de mes livres, tu fais comme avec elle pour son bébé bâti garanti, tu fais vivre finalement son projet et ça lui permet d'exister. Le problème, c'est que Marc l'a très bien dit et c'est un terme que j'emploie dans mon livre Devenir riche sans argent. 120 € non récurrents, la récurrence de tes revenus, c'est hyper important. Et comme lui a dit Anthony, un business n'importe lequel sur lequel on n'a pas réfléchi à la façon de l'exploiter, on va direct dans le mur. C'est vraiment hyper violent. Il faut l'entendre. Il y a plein de gens qui ne prennent pas conscience de ça. Et je l'explique toujours pareil dans mon livre Devenir riche sans argent. Il faut que tu comprennes qu'il y a les revenus au coup par coup. Donc ce qu'elle fait avec ses 120 €, il y a les revenus récurrents qui amènent finalement cette stabilité dans le business. Et à toi de comprendre qu'un business se construit comme ça avec différents revenus et ils permettent l'ensemble de ces revenus de faire exister une entreprise qui va pouvoir embaucher, qui va pouvoir se développer, etc. Donc il te faut à la fois de la marge, il te faut à la fois réfléchir à ton business model, il te faut faire du marketing, il te faut éduquer tes clients, il te faut créer de nouveaux produits. Enfin la liste elle est immense. Et quand tu la vois exploser, tu ne la vois pas exploser parce qu'elle s'est pris un refus, tu la vois exploser parce que la masse de travail tellement énorme qui l'a conduit jusque-là, l'a amené à un refus qui lui fait péter en vol pendant une période parce qu'il y a eu une hausse d'émotions avec la télé, les médias, etc. qui font qu'elle se retrouve là avec toute l'énergie qu'elle a mis dans ce projet à essuyer un refus pour lequel elle espérait bien évidemment autre chose. Et c'est d'autant plus dur, comme l'a dit Anthony, que tu peux ressortir de là en n'interprétant pas correctement les conseils qui lui sont donnés et malheureusement en t'obstinant à rester sur un projet qui doit être abandonné. Et c'est le plus dur. Arrêter quelque chose, c'est le plus dur parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais d'engagement. On s'engage dans quelque chose, on y passe tout son temps et faire machine arrière, c'est hyper compliqué en fait. C'est quelque part tirer un trait sur toutes ces heures qu'on a données, sur tout ce temps qu'on a passé et dire ça n'a servi à rien. Alors, je veux quand même que tu saches quelque chose. Quand on voit le tableau d'ensemble et qu'on s'éloigne, des années après, on se dit « Ah si, ça m'a servi à ça ». Et souvent, les entrepreneurs qui réussissent sont les entrepreneurs qui arrivent à relier les points. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est pourtant cette réalité qui est qu'on arrive à relier les points et à rendre finalement nos échecs comme étant une force, à se resservir de ce qui nous a fait échouer pour aller plus loin dans notre vie. À toi d'arriver à comprendre tout ça, à mettre l'énergie là où elle doit être mise pour transformer tes échecs en réussite, pour ne pas t'arrêter et en même temps pour avoir la présence d'esprit et le recul nécessaire pour se dire « je fais force route, je me réoriente et je ne vais pas abandonner parce que c'est dans l'abandon que s'arrête finalement le projet, mais aussi je ne vais pas m'obstiner dans la mauvaise voie, je vais réorienter mon projet pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. » En réalité, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas que d'écouter, mais aussi d'appliquer. Et d'appliquer pour après réécouter, pour mieux réappliquer. Et c'est un inlassable aller-retour entre l'écoute et l'application pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Comme d'habitude, j'ai adoré faire ces émissions. Va sur immobiliercompagnie.com, tu as mes programmes, mes formations, mes coachings. D'ailleurs, mes formations t'aident à ne pas faire ces erreurs. Je ne te le dis jamais assez, mais pense-y. Mes formations t'aident à investir dans l'immobilier, à te développer, à créer des entreprises, à racheter des entreprises. Enfin bref, je ne suis pas inquiet, tu vas chercher, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!